Alors bonjour à tous, bienvenue au Cyrano. Je me présente, Nathalie de Marcelis-Varin. Je suis la présidente directrice générale de Cyrano et je suis ravie de vous accueillir pour la présentation d'un rapport de projet qui a été fait dans le cadre d'un partenariat de recherche avec le gouvernement du Québec. Et donc, on va avoir une présentation des principaux résultats de ce rapport de recherche. Alors, pour ceux qui viennent pour la première fois à Cyrano, Cyrano pardon, est un centre de recherche de liaison et de transfert, centre de recherche appliqué. On a des projets en fait qui se font avec nos partenaires, donc un partenaire principal qui est le gouvernement du Québec, avec lequel on fait souvent des projets de recherche. Mais on a aussi évidemment donc les chercheurs Cyrano sont issus de toutes les universités du Québec. C'est un réseau de 230 chercheurs dans différentes disciplines. L'objectif, évidemment, c'est d'aider à la prise de décision stratégique nos partenaires par le support à des politiques publiques innovantes au niveau du gouvernement. Puis je salue mes collègues à Québec qui nous regardent aujourd'hui. Et aussi, évidemment, l'enjeu de compétitivité des entreprises dans un environnement changeant, complexe. Et on peut le voir, évidemment, avec tout ce qui est la transformation numérique, les transformations au niveau des technologies de l'information. Donc aujourd'hui, on va avoir une présentation, en fait, par mon collègue Simon Bourdeau, qui est professeur à l'Université du Québec à Montréal et qui est un fellow Cyrano, de longue date associé à Cyrano. Donc, ravi d'avoir Simon avec nous aujourd'hui. Et c'est un projet qui a été fait en collaboration avec deux autres de ses collègues de l'Université du Québec à Montréal, Pierre Adaya et Philippe Marchildon, qui sont aussi présents. Peut-être vous pouvez vous identifier. Bonjour. Et donc, évidemment, la plupart de nos projets à Cyrano sont des projets que l'on fait en collaboration avec d'autres chercheurs Cyrano ou des chercheurs qui sont évidemment dans nos universités partenaires. Et on essaye évidemment d'amener en fait à des recommandations. Donc aujourd'hui, on va parler de la mesure des bénéfices des projets en technologie de l'information. Comme j'ai dit, c'est un projet très intéressant dans le cadre de notre planification stratégique. On parle beaucoup de transformation numérique. Donc j'ai bien hâte d'écouter les recommandations et en tout cas les principaux résultats de cette étude. Merci beaucoup, Simon. Merci Nathalie, bonjour à tous. Je me présente Simon Bourdeau. Aujourd'hui, on est ici pour vous présenter les résultats d'une étude qu'on a menée. Donc, le mandat qui nous avait été donné, c'était de regarder à partir des investissements dans les projets TI, qu'est-ce que ça donne en termes de bénéfices, comment on mesure ça. Donc, c'est un peu ce qu'on vient vous présenter aujourd'hui. Donc, le rapport est disponible ou devrait être disponible dès aujourd'hui sur le site du Cyrano. Donc, l'agenda est assez conventionnel. Donc, on va faire un petit rappel du mandat, présenter quelques définitions parce que lorsqu'on parle de bénéfices, gestion des bénéfices, il y a différentes écoles de pensée, différentes façons de présenter le tout. Par la suite, on va décrire un peu la méthodologie qu'on a suivie. Donc, c'était vraiment ici un exercice de recensement de ce qui se faisait dans la littérature professionnelle et académique. On va par la suite présenter un sommaire des résultats, puis on va se garder du temps pour répondre à vos différentes questions. Si jamais vous avez des questions en cours de route, n'hésitez pas à lever la main, ça me fait plaisir d'y répondre immédiatement. D'accord? Donc, comme vous savez probablement tous et toutes, les technologies de l'information sont omniprésentes de nos jours dans les organisations, que ce soit public ou privé, ça joue un rôle essentiel, aussi bien au niveau des opérations qu'au niveau stratégique. Certaines personnes disent que c'est devenu une commodité, mais c'est beaucoup plus que ça parce que c'est configurable de différentes façons. Si on prend le marché canadien, il y a quand même annuellement beaucoup d'investissements qui se font en technologie de l'information. Donc, ça, c'est des chiffres qui sont tout récents, qui sont sortis le mois dernier par rapport au montant investi par employé par année dans les entreprises canadiennes, organisations canadiennes, parce qu'il y en avait des publics. Ça va de 2 000 à 5 000 $. Il faut dire qu'au Québec, nous, c'est plus du côté du 2 000 $. Quand on parle d'Ontario, Colombie-Britannique, c'est plus du 4-5 000 $, mais c'est quand même des montants assez importants. Et ces investissements-là se font pour suivre la concurrence, pour développer de nouveaux marchés. Donc, il y a différentes raisons pourquoi on va faire ce genre d'investissement-là. Mais ça reste des dépenses importantes pour les organisations. Quand on investit en TI, comme une organisation, on ne sait pas toujours ce que ça va donner. Et depuis plusieurs décennies, aussi bien les chercheurs que les professionnels essaient de comprendre un peu le paradoxe associé aux investissements en TI parce qu'on investit beaucoup d'argent d'un côté, mais en bout de ligne, on ne sait pas toujours ce que ça va donner et où ça va atterrir, d'accord? On essaie de comprendre qui va les capturer, sous quel format, etc. Ça reste encore un défi. Et ce paradoxe-là, c'est aussi bien quand on regarde au niveau de la société que dans des organisations, donc à différents niveaux. Il y a plusieurs causes qui ont été évoquées pour un peu essayer de comprendre ou d'expliquer ce phénomène-là. Tout d'abord, il y a le fait que
ça arrive parfois que les technologies qu'on va déployer, donc les investissements qu'on va faire en TI, ne sont pas nécessairement bien alignés avec les objectifs ou qu'il y a une incompréhension entre ce que le projet peut faire et l'objectif. Donc, ce mésalignement-là peut être souvent en cause. Il y a le fait aussi que, oui, on va développer des technologies. Techniquement, ça fonctionne très, très bien, mais c'est peut-être pas bien adapté ou c'est mal utilisé ou c'est juste pas utilisé. Donc, on investit dans des technologies pas utilisées, ça ne donne rien en bout de ligne. Un autre aspect aussi, c'est la notion de matérialisation des bénéfices, d'accord? Parce qu'on a un investissement. Si on investit dans une action, un fonds, on voit le résultat, ça bouge, c'est assez direct. Par contre, l'investissement en TI peut prendre beaucoup de temps avant de se matérialiser et on ne sait pas toujours ça va être quelle partie prenante ou qui va capturer ces bénéfices-là. Et il y a aussi le fait que certains bénéfices, il y en a qui vont être beaucoup plus faciles à quantifier, qui vont être financés. Par contre, il y a des aspects intangibles, subjectifs, qui sont beaucoup plus difficiles ou indirects à capturer. D'accord? Donc, tous ces éléments-là expliquent un peu pourquoi, quand on investit, on ne voit pas toujours le bénéfice direct. D'accord? Et il faut comprendre aussi que les investissements en TI, en fait, se font généralement par des projets, d'accord? Donc, c'est pour ça qu'on est parti de mesures des bénéfices dans les projets, mais on va regarder de façon plus large, donc les investissements. Le mandat qui nous a été donné, c'est celui-ci, c'était grosso modo d'identifier et de mesurer les bénéfices découlant des investissements en TI, d'accord? Vous allez voir que la partie identification, donc la revue de littérature qu'on a fait couvre bien cet aspect-là. La partie mesure, il y a certains défis, mais on a certaines pistes ou pratiques à suggérer pour cet aspect-là. Vous voyez en bas, direct et complémentaire. Ces deux aspects-là font référence à un investissement parce que quand on fait un investissement en TI, qui va passer généralement par un projet, on pense au matériel qu'on doit acheter, aux licences qu'on doit acheter, aux gens qu'on doit payer pour configurer tout ça. Donc, c'est vraiment l'investissement direct et souvent, on va s'arrêter à ça. Mais il faut jamais oublier que si on veut qu'une technologie fonctionne, on doit faire des investissements complémentaires autour, en amont, donc on voit aussi bien la planification de l'anticipation, et par la suite, parce que il va y avoir des ajustements à faire, il va y avoir du support à faire, il y a des gens à former, il y a des gens des fois à réembaucher. Donc, ces investissements-là ne sont pas toujours pris en compte lorsqu'on identifie notre investissement. D'accord? Donc, les deux objectifs qu'on s'est fixés, c'était d'identifier justement et de classer les bénéfices qu'on va avoir identifiés. Vous allez voir, on a identifié vraiment une panoplie de listes, il y a plein de façons de le faire. Et avec les bénéfices, on a tenté aussi d'identifier des indicateurs. Donc, comment ça se mesure pour être capable de garder la trace de tout ça. Et l'autre aspect sur lequel on s'est penché, c'est l'identification des défis, d'accord? Parce que la gestion des bénéfices, ça fait plusieurs décennies qu'on en parle, il y a encore beaucoup de recherches qui se fait là-dessus, mais on se rend compte que c'est difficile des fois à déployer et à rendre ça concret dans les organisations. Commençons par une définition. Donc, on va s'entendre sur ce qu'est un bénéfice ici parce que, lors de notre revue de littérature, on s'est rendu compte qu'il y avait plusieurs définitions, des fois très, très courtes, très, très précises, des fois très, très larges. Parce qu'il y en a qui sont plus opérationnels, il y en a des fois qui vont regarder seulement l'aspect financier, des fois l'aspect aussi humain. Bref, nous, la définition, qui est en fait une intégration des différentes définitions, c'est une amélioration ou un gain mesurable qui profitera à une ou plusieurs parties prenantes d'un projet TI et qui est engendré par des transformations réalisées durant l'exécution d'un projet de TI, ainsi que l'utilisation des nouvelles TI une fois celles-ci implantées. D'accord? Vous voyez qu'il y a en gras certains éléments. La notion d'amélioration ou de gain, faut qu'il y ait quelque chose qu'on puisse comparer l'avant ou l'après, donc pour pouvoir mesurer cet aspect-là. Il y a l'aspect des parties prenantes, parce que lorsqu'on identifie les bénéfices, oui, on peut faire la gestion de bénéfices, mais c'est important de savoir ce bénéfice-là va être bénéfique ou va profiter à qui, d'accord? Parce que on peut investir dans un projet et c'est peut-être pas les parties prenantes qu'on avait anticipées qui vont en bénéficier. Donc, qui va les capturer? Ça peut être aussi bien des fois des clients que des fournisseurs ou que des partenaires d'affaires, d'accord? Donc, il y a ces aspects-là à prendre en considération. Faut qu'il y ait une transformation dans le sens que une technologie, c'est un outil, mais faut que ça soit utilisé, mais il ne faut pas oublier qu'on doit faire des transformations. Des fois, revoir le cadre de gouvernance, revoir les processus, embaucher des gens. Donc, il y a des transformations qui doivent avoir lieu dans les organisations. Et bien entendu, une technologie déployée, pas utilisée, mais ça va être difficile d'engendrer des bénéfices escomptés. D'accord? Donc, c'était pour clarifier ce qu'on entendait par bénéfice. Et quand on parle de bénéfices de façon plus large dans les organisations, on parle de gestion des bénéfices, ici TI. Ça va d'aussi bien de l'initiation, de la planification que du déploiement. Et c'est tous les mécanismes, en fait, qui sont mis en place
qui vont encadrer généralement un projet TI, parce que la gestion des bénéfices est beaucoup plus large, doit commencer avant qu'on lance un projet et doit se poursuivre très, très longtemps après, parce qu'une fois que le projet TI est fini, ben, on a encore pour plusieurs mois, plusieurs années avant de voir les bénéfices se matérialiser et les capturer, d'accord? Quand on parle de gestion des bénéfices, les grandes phases, donc il y a la partie identification, d'accord? Ça va être quoi nos bénéfices, ça va profiter à qui, comment. Il y a par la suite, donc, on doit développer un plan de réalisation. Donc, là, c'est là qu'on va identifier les projets qui vont nous permettre d'arriver à la réalisation de ces bénéfices-là, qui va être imputable, de faire en sorte que ça se matérialise, etc. Il y a par la suite l'exécution, donc le suivi, aussi bien la phase projet coopération, l'évaluation, donc il y a des réajustements à faire dans toute chose. Et c'est pas vrai que lorsqu'on identifie des bénéfices, que 3-4 ans après, ça va être exactement les mêmes avec les mêmes mesures parce que tout va avoir changé. Et bien entendu, il y a toujours une partie d'apprentissage. Donc, c'est pour ça qu'on parle de recherche des bénéfices additionnels au fur et à mesure qu'on apprend plus sur le projet, sur le contexte. Donc, ça, quand on parle de gestion des bénéfices, c'est le cadre général dans une organisation. Notre étude, on s'est vraiment focalisé sur la partie d'identification. Donc, vraiment, ce qu'il y a en amont. Donc, c'est quoi les bénéfices qui peuvent être identifiés, qui vont par la suite pouvoir être déployés dans des projets TI. D'accord? La méthodologie qu'on a prise ici, donc, c'était vraiment une première étape. On s'est concentré sur ce qui s'est fait dans la littérature. Donc, je vais faire ça assez rapidement, mais grosso modo, les mots-clés, on a regardé bénéfices, projet, TI. Le corpus de littérature, on a regardé aussi bien du côté académique que professionnel, que des rapports aussi de droit de consultation pour vraiment aller regarder le plus largement possible. Au niveau des techniques, donc une fois qu'on a identifié des articles, des livres ou des rapports, passage vers l'avant, à l'arrière, donc on a regardé qui a cité ces rapports-là, ces documents-là, puis on a regardé aussi qui avait été cité dans ces rapports-là et articles-là. Et finalement, ce qui nous intéressait, c'était vraiment les articles qui avaient regardé sur la partie identification et évaluation des bénéfices TI. D'accord? On a regardé le projet, mais on regardait ça de façon beaucoup plus large. Et en bout de ligne, pardon, on a identifié 112 documents qui ont été retenus. C'est sur ces documents-là qu'on s'est basé pour faire le rapport, donc au niveau des bénéfices identifiés et des différents défis. D'accord? Bon, premièrement, on s'est rendu compte que des bénéfices, il y en avait vraiment une panoplie. Il n'y a pas de standard, il n'y a pas de référence. En fait, une des raisons qui explique le très grand nombre de bénéfices et de libellés utilisés pour les caractériser, c'est que, en fait, chaque projet et chaque contexte étant spécifique, ils vont être adaptés et vraiment contextualisés pour chacun des projets. Donc, on a beau prendre des listes, ça peut donner des bonnes indications, mais on doit faire l'exercice de regarder chaque projet, chaque contexte, chaque partie prenante. Donc, c'est cet aspect-là qui est très, très important. Et en fait, les gens, donc, dans les rapports semi-professionnels académiques, vont présenter ça sous des formes de listes. Donc, c'est des listes de bénéfices. Parfois, on a des définitions de ce que ça veut dire. Les listes vont aller un peu dans tous les sens. Ça va vraiment dépendre, en fait, de quelle industrie qui on a regardé. J'ai mis certains exemples, donc augmentation de productivité, diminution des erreurs, diminution de coûts. Donc, il y a ces libellés-là, mais ça reste quand même assez générique. Donc, ça, c'est une certaine limite qu'on a rencontrée lorsqu'on a fait l'étude. Les limites, en fait, par rapport aux listes de bénéfices, donc, il y a différentes classifications, d'accord? Donc, tout dépendamment qui on lit, dans quel domaine, ils vont les caractériser de différentes façons, d'accord? Soit en termes est-ce que c'est intangible, tangible, est-ce que c'est direct, indirect, est-ce que c'est quantifiable, non quantifiable. Donc, il y a plein de façons de venir caractériser la nature du bénéfice. Donc, ça peut aider éventuellement qu'on arrive dans la mesure, mais ça ne nous dit pas à quoi va servir le bénéfice et pour qui, d'accord? Donc, il y a ça qui était une observation qu'on a faite. Il y a le fait aussi que tout dépendamment du domaine, la nature des bénéfices vont changer. Si on est dans le domaine de service versus manufacturier, ce ne serait pas les mêmes préoccupations. C'est un peu normal, ce n'est pas le même genre d'activités qui sont supportées, mais lorsque on veut essayer de faire du sens, intégrer le tout, ça devient un peu plus difficile. Et il y a le fait aussi qu'au niveau des bénéfices, il y a différents niveaux d'analyse. D'accord? Si on parle d'augmentation de la productivité, il y a une différence entre l'augmentation de productivité d'un individu, d'une organisation ou de la société, d'accord? Mais c'est les mêmes libellés, les mêmes concepts qui sont utilisés pour les différents niveaux d'analyse. Donc, il faut avoir ça en tête lorsqu'on regarde les différents outils qui sont disponibles sur le marché. Donc,
suite à notre revue de littérature, on s'est rendu compte que c'était difficile de faire l'intégration et la comparaison de ces différents outils-là parce qu'il y a vraiment beaucoup de variabilité. Ça rend l'utilisation beaucoup plus difficile. On s'est rendu compte qu'il n'y a pas nécessairement une meilleure manière de faire. Il y en a plusieurs et c'est vraiment, ça demande un exercice de contextualisation et d'analyse. Et très souvent, les organisations, les entreprises aiment mieux avoir une liste, voici, c'est la recette, on l'applique, mais gérer des bénéfices, ça demande des efforts, ça demande du temps et ça ne se fera pas par magie. Donc, c'est des observations qu'on a faites. Et nous, en fait, ce qu'on a tenté de faire, donc, c'est de prendre les listes de bénéfices, tout ce qui avait été identifié, et c'est de proposer une classification pour un peu aider aussi bien les organisations que les chercheurs à faire du sens de tout ça. On n'est pas ici pour révolutionner. Par contre, on s'est dit qu'il existe différentes façons de classifier. Donc, comme je disais, tangible, intangible sur différentes dimensions. Ici, nous, on a identifié en fait trois domaines, trois dimensions qui peuvent aider les gens à organiser ou à faire du sens par rapport aux bénéfices. Le premier, en fait, c'est de regarder l'effet du bénéfice. D'accord? Ici, on a dit, est-ce que c'est à la hausse, à la baisse? Mais grosso modo, qu'est-ce que ça va faire, ce bénéfice-là, et pour qui? D'accord? Donc, pensez plutôt à l'effet qu'à la nature du bénéfice. Donc, à la hausse, à la baisse. Par la suite, regardez, c'est quoi les types d'activités qui vont être impactés? Qu'est-ce que ça va venir affecter? Est-ce que, donc ici, vous avez reconnu probablement la chaîne de valeur, donc les activités primaires, les activités de soutien. Un bénéfice va se rattacher à quel type d'activité? Donc, ça permet un peu de mieux venir cibler ce qu'on veut faire et de faire un lien avec les projets qu'on veut mettre en place en fonction de ce sur quoi ça va impacter. Et par le fait même, ça nous permet aussi de dire, ça va être quoi les parties prenantes qui vont être peut-être plus intéressées ou qui vont éventuellement devenir porteurs ou imputables de ces bénéfices-là. Et finalement, c'est regarder le niveau d'impact. D'accord? Donc, est-ce que c'est plus au niveau opérationnel, stratégique ou tactique? Donc, à quel niveau dans l'organisation ça va avoir lieu? Donc, l'idée, en fait, c'était, grosso modo, l'idée qu'on a eue, c'était plutôt de dire, la plupart des listes regardent la nature des bénéfices. Okay? Comment ils sont, est-ce qu'ils sont mesurables ou pas? Mais quand on est dans la partie identification, c'est pas comment on va le mesurer qui est notre préoccupation, que ce soit quantifiable ou pas, que ce soit intangible ou pas intangible. C'est pas la première chose qui doit nous venir en tête, c'est plutôt, oui, mais ça va être quoi son effet puis pour qui? Puis une fois qu'on va avoir identifié ce qui est important pour nous, là, on s'attaquera à la façon de l'opérationnaliser et on pourra se pencher sur la partie mesure. D'accord? Donc, c'est vraiment ce qu'on a fait. Et grosso modo, je fais un petit résumé, mais dans le rapport, vous allez retrouver en fait à l'annexe 2 l'ensemble des listes qu'on a identifiées dans la littérature pour ceux et celles qui sont intéressés d'avoir des listes dans différents domaines. Et là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a essayé de venir placer, donner des exemples en fait de libellés de bénéfices. Donc, si on regarde par exemple en haut à gauche, on est dans les activités primaires au niveau stratégique, des effets à la hausse, donc générer des avantages concurrentiels, favoriser l'innovation. Ça reste quand même large et là, par la suite, il faut le contextualiser, bien sûr, dans chacune des organisations. Sinon, ça va au niveau opérationnel, donc améliorer la sécurité, augmenter la fiabilité des infrastructures. Donc, vous voyez que c'est pas exactement la même nature, mais ça permet de venir faire du sens et d'organiser un peu les différents effets qu'on peut identifier. D'accord? Faut dire aussi que lorsqu'on a fait cet exercice-là, il faut faire attention parce qu'il y a une partie d'interprétation derrière tout ça. Parce qu'il y avait des listes de bénéfices, il n'y avait pas toujours des définitions, il n'y avait pas toujours un contexte. Donc, une partie d'interprétation qu'on a fait lorsqu'on a proposé cette classification-là. Donc, pour ceux et celles qui sont intéressés, il y a le cadre et la grille qui est complète dans le rapport qui va être disponible dès aujourd'hui. Ça va pour l'instant? Pas trop de questions? Non, ça va. Donc, l'autre aspect aussi qu'on a tenté de regarder, c'est de voir, donc oui, on identifie des bénéfices, mais est-ce qu'il y a des indicateurs de performance, des indicateurs qui nous permettent en fait de capturer, de mesurer, de faire le suivi en fait de ces bénéfices-là? Mais tout d'abord, la majorité des rapports, des articles qu'on a trouvés présentaient des listes, mais les indicateurs, c'était vraiment très, très peu fréquent, en fait. Il y a des indicateurs de projet. On parle d'atteindre respect des budgets, échéanciers, fonctionnalité, qualité. Au niveau du projet, c'est assez carré. Au niveau des indicateurs pour les bénéfices, c'est un peu plus difficile, en fait. Ça découle du fait que chaque organisation, chaque contexte étant unique, il faut vraiment l'adapter à chacun de ces organisations-là. D'accord? Parce que un même bénéfice peut avoir plusieurs types d'indicateurs. Donc, on augmente la productivité, par exemple. Mais ça peut être le nombre ça peut être aussi bien au niveau de la durée, de la quantité, de la qualité.
d'un output de quelqu'un ou d'un service. Donc, c'est vraiment du cas par cas en fonction du contexte de l'organisation qui rend la chose un peu plus difficile. Donc, on n'a pas commencé à recenser. On les a recensés, mais il n'y en avait pas assez dans la littérature pour se faire une liste exhaustive d'indicateurs. Par contre, il y a certaines caractéristiques d'un bon indicateur qui ont été identifiées, d'accord? Donc, ces indicateurs-là, ça permet de faire le suivi lorsqu'on va avoir identifié les bénéfices et de faire le suivi à travers le temps. Donc, grosso modo, il faut que ça soit pertinent, donc il faut que ça soit en lien avec les objectifs de l'organisation. Il faut que ça soit le format approprié, donc pour que ça soit interprétable par les bonnes personnes. Il faut généralement qu'on ait une cible. C'est beau avoir un indicateur, mais il faut avoir un point de référence. Même si on fait des estimés au fur et à mesure que le projet avance, il faut les rajouter. Il ne faut pas dire c'est la cible, c'est immuable, mais il faut être au courant de pourquoi on établit cette cible-là. Il faut que ce soit le moins coûteux possible parce que veut pas quand on mesure des bénéfices, on va chercher de l'information. Et cette information-là, si on l'a ou pas, s'il faut la créer, s'il faut mettre des ressources en place, il y a un coût aussi rattaché à ça parce que la gestion des bénéfices, ça ne se fait pas par magie, ça demande des efforts et de l'argent. Est-ce que c'est incorruptible? Est-ce qu'on peut le modifier? Est-ce qu'on l'a au moment où on veut? Est-ce que c'est clair, c'est bien interprétable? Parce qu'on sait que quand c'est des mesures, c'est pas bien défini, il peut y avoir différentes interprétations. Puis est-ce que c'est cohérent? Donc, cohérent avec le bénéfice, avec les objectifs et ce qu'on veut faire. D'accord? Donc, grosso modo, c'est quand on se développe des indicateurs, c'est des petits éléments qu'on doit avoir en tête. Donc, pour la partie identification des bénéfices indicateurs, c'est un peu ce qu'on a trouvé. C'est plus explicité en fait dans le rapport, si vous voulez plus de détails. Sinon, vous pouvez nous contacter aussi si jamais vous voulez faire des suivis là-dessus, ça va nous faire plaisir. L'autre aspect, donc le deuxième grand objectif de notre étude, ça a été de regarder en fait les défis auxquels font face les organisations quand on parle de gestion de bénéfices et mesures. Le premier défi, en fait, c'est comprendre que les TI n'offrent pas de bénéfices à elles seules, mais sont plutôt des leviers pour soutenir la transformation organisationnelle. D'accord? Et cette pensée magique-là, souvent dire, bon, on implante des TI, bien, il va se passer quelque chose ou ça va donner quelque chose. Or, en fait, si on simplifie, une technologie, c'est simplement un outil. Mais pour être capable de bien utiliser un outil, il faut former les gens, il faut avoir préparé le terrain, il faut avoir le bon contexte, il faut que ça soit adapté au type d'activité qu'on veut faire, d'accord? Donc, la matérialisation des bénéfices découlant d'investissement en TI va demander des transformations. Fait que oui, on a beau avoir la plus belle infrastructure technique, d'avoir les plus belles lignes de code, mais ça supporte des activités. Donc, des fois, il faut avoir les pratiques, les processus, il faut avoir le cadre de gouvernance, il faut avoir la façon de rémunérer, d'évaluer les employés, parce que faut que tout ça soit aligné pour éventuellement que ça donne les bénéfices escomptés. D'accord? Tantôt, je vous ai parlé d'investissement complémentaire, mais c'est non négligeable. La partie d'investissement complémentaire est essentielle parce que on a beau avoir dépensé des centaines de millions de dollars, si on n'a pas mis l'argent qui va aller dans la formation, dans la préparation, dans le support, ben, en fait, ça va être des fonds gaspillés. Et des fois, souvent, on voit des projets, des dépassements de coûts. Ben, les dépassements de coûts, c'est qu'on n'avait pas anticipé cet aspect-là. Mais si on le fait d'entrée de jeu, ça va faire en sorte que les bénéfices vont être ont plus de chances de se réaliser en bout de ligne. D'accord? Il y a aussi cette idée-là dans beaucoup d'organisations par rapport à la façon dont qui est responsable de générer les bénéfices et comment on fonctionne. D'accord? Donc, il y a un changement de culture qui est assez important. Si une organisation veut passer d'une entreprise s'il veut augmenter les chances de générer, de matérialiser ses bénéfices, il faut changer la culture, grosso modo. Et quand on parle de changement de culture, c'est de dire, ben en fait, on investit dans les TI, qui est un départ, mais il va falloir l'entretenir. Et j'aimais bien cette citation-là. Investment can be viewed as a seed and complementary investment viewed as the nourishment necessary for investment to yield to expect the payoff. Désolé, je ne l'ai pas traduit, je trouvais que ça sonnait mieux en anglais, mais c'est cette idée-là, TI, c'est une graine, mais il faut, si on veut que ça pousse et que ça donne des fruits, bien, il faut l'entretenir, ça demande des efforts et il faut y voir, d'accord? Et quand je parlais de changement de culture, en fait, c'est passer d'une culture, si on veut, plus de livraison de TI à livraison de bénéfices, d'accord? Parce que oui, on fait des projets TI, mais le projet TI est seulement un moyen pour engendrer des bénéfices. Et quand on parle de changement de culture, donc de livrer des TI à livrer des bénéfices, oui, la notion de coût est importante, mais il faut faire ressortir aussi les bénéfices et les risques associés à ça.
pas juste présenter les dépenses, mais présenter ça comme un cas d'affaires, comme un investissement beaucoup plus large. C'est pas juste une dépense, mais qu'est-ce que ça va donner. D'avoir un plan, pas juste d'implantation, mais un plan de gestion des bénéfices qui est beaucoup plus large dans le temps. Avoir aussi donc des gestionnaires d'unités d'affaires. Et ça, c'est un point qui est assez important, qui ressortait très souvent, c'est que c'est pas les gens en TI qui vont faire en sorte qu'ils devraient être responsables des bénéfices. C'est vraiment les unités d'affaires parce que c'est pour eux et c'est à travers ce que ces personnes-là font et les transformations qui se font dans les unités d'affaires que les bénéfices vont être engendrés. D'accord? Changer la logique de livrer des fonctionnalités à livrer des outils qui supportent une tâche, donc faire vraiment le lien entre les deux. Que les parties prenantes soient impliquées et non ne participent. En fait, pour vous, est-ce qu'il y a une différence entre implication et participation? Vous connaissez l'image du cochon et de la poule? Oui, tout le monde la connaît. C'est un vieux classique, mais si on prend un déjeuner nord-américain, généralement, on va retrouver du bacon et des œufs. Vous êtes d'accord avec moi? Dans ce genre de déjeuner-là, la poule, elle a participé et le cochon est impliqué. Vous voyez la différence? Donc, l'idée, en fait, c'est que quand on fait des projets et on parle de gestion de bénéfices, il faut impliquer les unités d'affaires. Il faut que ces gens-là sentent que ça leur appartienne. Les gens qui font le développement, l'implantation, sont au service de ces gens-là. D'accord? Donc, les utilisateurs soient formés sur l'exploitation et non sur les fonctionnalités, d'accord? Parce que très souvent, les formations, on forme les gens sur Python dans tel écran, mais c'est important qu'ils comprennent la chaîne dans laquelle ils viennent se positionner, c'est quoi leur rôle, si on ne voit pas leur rapport à date ou au bon moment, ça va être quoi les impacts, d'accord? Comprendre toutes ces notions-là. Et passer d'une évaluation de projet à une évaluation de bénéfices. Oui, en bout de ligne, un projet, il faut regarder est-ce qu'il a respecté coût, temps, mais en bout de ligne, au niveau organisationnel, c'est regarder c'est quoi les bénéfices que ça a engendré ou potentiellement ce que ça peut engendrer. D'accord? Un petit résumé, mais la notion de culture, c'est quand même difficile à capturer, mais c'est important de changer la perspective, la mentalité dans les organisations. Le deuxième défi, en fait, c'est d'identifier les bons bénéfices. Grosso modo, ici, on a une catégorisation très, très grossière des types de TI qu'on peut retrouver dans les organisations. L'idée, en fait, ici, c'est simplement de dire que c'est pas tous les types de projets qui vont donner tous les types de bénéfices, d'accord? Il faut qu'il y ait un appareillement entre la nature du projet et le type de défi de bénéfices escomptés, d'accord? Si on veut, par exemple, notre bénéfice, c'est se permettre le développement ou entrer dans un nouveau marché. Mais qu'on change juste les serveurs, c'est un projet TI. C'est plus un projet d'infrastructure et non stratégique. Donc, il y a un disconnect entre la nature de la technologie et le bénéfice. Il faut qu'il y ait un alignement à ce niveau-là si on veut que le bénéfice soit engendré. D'accord? Donc, c'est important de faire l'exercice. Il y a aussi la notion de déclencheur parce que si un investissement en TI est déclenché à partir d'un problème, on identifie un problème, on dit on va investir, en faisant cet investissement-là, on sait que à la fin du projet, si le problème est réglé, on a atteint notre objectif. Sinon, on est beaucoup plus facile à évaluer, si on veut, les bénéfices quand on part d'un problème. Par contre, lorsqu'on part d'une opportunité, on veut être dans un nouveau marché, développer un nouveau produit, peu importe ce qu'on veut faire, il y a beaucoup plus d'incertitudes. Donc, l'identification des bénéfices et le suivi est beaucoup plus difficile à ce niveau-là parce que le niveau d'incertitude est beaucoup plus élevé. Donc, il faut faire attention au contexte dans lequel se fait un projet TI. D'accord? Oui. 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 Je l'ai fait dans une entreprise manufacturière et dans une entreprise de commerce. Oui. Et? Donc, moi, je trouve que c'est vrai qu'il y a des certitudes oui. Quand on veut, par exemple, développer une produit. Mais c'était plus facile à mesurer parce qu'on mesure des ventes, des profits en public. Oui. Mais en cours de réalisation de projet, il faut toujours être à l'affût que le contexte change, il faut s'adapter pour être sûr qu'on va définir. Oui. Définitivement. Effectivement, quand ça se traduit par des augmentations de ventes, par de marché, des choses quantifiables, c'est peut-être effectivement, c'est plus facile. Par contre, des fois, faire le lien entre mon investissement, l'espèce de causalité, puis est-ce que ça va vraiment donner ça? Il y a un certain niveau d'incertitude à ce niveau-là. Puis vous avez dit une chose importante, parce que quand on fait ce genre de projet, il y a des changements qui se produisent en cours de route. Au fur et à mesure qu'on avance, on apprend des choses, il faut revoir un peu nos bénéfices, il faut revoir tout le plan qu'on a mis en place parce qu'il n'y a rien d'immuable. Et c'est lorsqu'on ne fait pas ça qu'il y a aussi un danger. L'autre chose que j'ai oui. Ici, c'est par rapport à un des défis. Oui. C'est quand une organisation gère déjà par indicateur, oui. c'est plus facile ensuite de faire la gestion des
si rien n'est mesuré dans l'organisation, puis après ça, on peut faire du suivi, c'est plus difficile. On part de plus loin. C'est ça. Et puis, aussi, en général, les gens identifient les bénéfices pour justifier leur projet. Oui. Alors qu'il faudrait faire le contraire, partir des bénéfices qu'on peut atteindre et trouver la meilleure solution. Bien, c'est deux points, merci de l'intervention. C'est 2 points super importants dans le sens que si on a déjà des indicateurs, on a déjà une culture, une sensibilité, puis on a déjà l'information qui est là, du moins. C'est peut-être pas parfait, il va falloir les revoir, mais il y a déjà des processus, des façons de faire, beaucoup plus facile d'ajuster que de partir de rien. Donc, ça, c'est effectivement un point important. Et l'autre élément, en fait, il y a les bénéfices, la nature. Excusez-moi, le deuxième point, ma tête est comme partie, c'était... Oui, oui. Effectivement, donc, merci, désolé. La justification, vous avez tout à fait raison, devrait se faire dans l'autre sens parce qu'en fait, le projet devrait découler d'une motivation autre qui vient avant. Donc, quand on parle de gestion de bénéfices, c'est pour ça que tantôt je disais la gestion des bénéfices vient avant le projet. C'est parce qu'on a un bénéfice et comment on va le réaliser à travers un projet TI. C'est pas dire, ce projet TI-là va me permettre d'atteindre ça si on n'avait pas ce bénéfice-là. Et très souvent, ben c'est un des défis qui s'en vient, mais quand on veut justifier un investissement en TI, des fois, c'est un peu embelli parce que justement, on veut faire passer notre projet. Je ne sais pas si c'est ce que vous aviez en tête également. Parfaitement. Ben, c'est une réalité aussi. C'est un peu quand je parlais de changement de culture, c'est un peu tout ça et ça ne se fait pas du jour au lendemain, mais c'est déjà d'en prendre conscience, c'est une première étape. Dans une entreprise publique, entre autres, la problématique, c'est l'imputabilité. Oui. En général, les gens ne sont pas imputables. Exact. Donc là, ça, c'est une condition de succès, la gestion des bénéfices. Exactement. S'il n'y a personne imputable, il n'y a rien qui va se faire. Dans la vie, c'est un peu comme ça. Et là, qui va prendre, surtout dans certains contextes, des fois, syndicalisés ou autres, ça devient encore beaucoup plus difficile à mettre en place. Ouais, ça prend un peu plus d'imagination et d'effort, mais ça se fait. Non, c'est pas impossible, c'est super. Mais merci. D'autres questions, commentaires? N'hésitez pas. Donc, ça, c'était l'opinion. Donc, c'est un peu en lien avec peut-être le commentaire. Donc, c'est important d'avoir une vision aussi de quel bénéfice on veut atteindre, où on veut se rendre et que toutes les parties prenantes en soient conscientes et soient impliquées dès le départ, avant même que les projets soient approuvés ou mis en place. Le point que je venais juste de mentionner, donc éviter de surestimer les bénéfices et qu'un projet TI, un investissement qu'on va faire doit être en lien avec des bénéfices clairs avant même d'en faire la planification et le déploiement. Parce que en TI, trop souvent, les gens ont tendance à justement embellir parce qu'ils veulent que leur projet soit accepté. Parce que des fois, c'est pourquoi on va mettre 2 millions dans des serveurs. Beaucoup de gens voient ça au niveau peut-être décisionnel comme étant un investissement, un coût, qui n'a pas de retour. Et c'est là qu'il peut y avoir les dangers. Donc, de bien faire la justification, puis de voir que très souvent, un projet, des fois, on fait un investissement qui est peut-être un coût, mais va nous permettre de faire autre chose plus tard. Donc, il faut voir l'ensemble du portefeuille des infrastructures qu'on va avoir. Un autre point, un autre défi aussi, c'est la temporalité parce que, comme je le disais tantôt, on investit en TI, mais les bénéfices, on peut les voir plusieurs mois, plusieurs années après avoir mis en place un système parce que un système, dès que le projet est fini, il commence à être utilisé, il y a une partie d'apprentissage. Il y a toujours une courbe en termes on perd en termes de productivité. Et là, c'est ressortir de cette courbe-là pour éventuellement chercher ces gains-là parce qu'il faut former les gens, il faut faire des ajustements, il faut peut-être revoir des choses, on s'est peut-être trompé. Donc, il y a tous ces éléments-là à revoir. Donc, les bonnes pratiques, juste s'assurer que justement que les bonnes parties prenantes, que les unités d'affaires, que les bonnes personnes soient imputables et soient au courant, qu'on les outille aussi, qu'on les informe de ça et qu'on fasse une bonne communication des bénéfices, d'accord? Il y a ce projet-là, ça va être qui les parties prenantes? Parce que des fois, les bénéfices, c'est pas directement l'organisation, ça peut être des clients, mais si c'est les clients qui capturent ces bénéfices-là, mais il y en a un plus gros taux de rétention, par exemple, indirectement, ça revient à l'organisation. Donc, il y a tous ces aspects-là à prendre en considération. Donc, éviter de focaliser uniquement sur les coûts. Donc, faire ressortir, grosso modo, quand on fait un business case pour un investissement, quel bénéfice? On va essayer, donc, dans quel bénéfice va être répondu ou atteint avec le projet. Oui, il va y avoir des coûts, mais de dire que les bénéfices, il va en avoir qui vont être quantifiables, mais que ça va toucher plusieurs personnes. Donc, c'est pour ça qu'il va falloir impliquer le plus possible l'ensemble des parties prenantes et regarder beaucoup plus large. D'accord? Donc,
sais pas, vous voyez le deuxième point, donc une forte corrélation de succès des investissements en TI, la grande variété des bénéfices inclus. En fait, c'est que si on regarde les bénéfices et pour un investissement, on regarde par exemple juste ce projet-là va donner une augmentation de vente de temps. Si je reprends un peu votre exemple, c'est très, très étroit. Donc, c'est important de l'identifier, c'est quantifiable, mais les bénéfices sont des fois beaucoup plus larges parce que ça va peut-être pas nécessairement juste toucher les revenus, il va peut-être avoir au niveau des équipes, au niveau du support, au niveau des TI. Donc, il y a plusieurs personnes qui vont avoir des petits gains et c'est le cumul de ces petits gains-là qui peuvent justifier un investissement. Et c'est de prendre conscience que les changements qu'on va apporter avec cet investissement-là peut toucher plusieurs personnes parce que tout est interrelié. Et cet exercice-là d'impliquer le plus possible toutes les parties prenantes d'entrée de jeu, ça va donner une meilleure idée et de regarder aussi bien les aspects quantifiables, non quantifiables, parce que des fois, si ça fait juste changer le moral de l'équipe, le moral, l'environnement dans l'organisation, ben c'est un bénéfice si les gens sont juste plus heureux et il y a moins de gens qui quittent, il y a un plus gros taux de rétention. Donc, il peut y avoir des avantages qui sont plus difficiles à capturer, mais c'est important d'en tenir compte. Et plus on identifie large, généralement, plus le succès d'un projet ou d'un investissement est garanti ou est interrelié. Oui? Oui? C'est plus difficile de mesurer l'apport de ce projet-là sur le moral des employés. Définitivement. Et c'est le défi de certains bénéfices. Et comment la cohésion dans l'équipe, comment on capture ça? Il y a une partie d'intuition, on le vit, mais il y a certains outils qui existent, on peut le faire. Il y a des sondages de mobilisation, par exemple à la STM, qui se font, puis on essaie, mais c'est quand même difficile. C'est loin, puis ça se fait pas du jour au lendemain. Beaucoup plus difficile à justifier, mais si on en prend conscience, puis on essaie de développer des pratiques, mettre ça en place, c'est un pas de plus, je pense, dans la bonne direction. Parce que, tu sais, on s'attarde juste à l'aspect financier, donc du retour d'un investissement. En TI, on va se planter complètement. Puis on va manquer beaucoup de choses qui pourraient être bénéfiques. Comprendre que l'évaluation d'un projet TI est sujette à la subjectivité. Bien, effectivement, il faut toujours se dire, quand on regarde l'évaluation d'un investissement, qui le fait, à quel moment, et il y a une partie de subjectivité. Il ne faut pas non plus être naïf qu'il y a une partie des bénéfices, des fois, qui sont identifiés, qui sont évalués, et qu'il y a aussi des jeux politiques derrière chaque projet, derrière chaque investissement. Donc, il faut en tenir compte de cet aspect-là. Okay. Inclure les risques inhérents au projet lors de la sélection des projets TI. Oui, les bénéfices, il faut le mettre de l'avant, il faut le quantifier. Les coûts d'entrée de jeu, souvent, c'est assez clair, c'est établi. Mais il y a les risques aussi, parce que oui, on peut promettre les bénéfices aller atteindre les étoiles. Mais d'un autre côté, il y a toujours une corrélation souvent entre les bénéfices et le risque. D'accord? Donc, identifier les risques, mais surtout identifier, oui, c'est beau avoir des risques, mais est-ce qu'on a des mesures qui peuvent mitiguer ces risques-là? Puis est-ce qu'on a de la contingence? Ça va être quoi? Donc, ça va rentrer un peu dans la balance éventuellement. Donc, avoir ce réflexe-là quand on fait un business case, de mettre également ces aspects-là d'entrée de jeu. Considérer aussi un investissement ou un projet dans son ensemble. Okay? Et ça, c'est très, très souvent le danger, c'est qu'on va prendre un projet TI, on va se dire, OK, ce projet-là n'est pas rentable, on ne le fait pas, mais c'est peut-être un premier projet qui va nous permettre d'en faire d'autres. Donc, c'est important de regarder le portefeuille de projet et l'architecture qu'on a en place. Quel morceau ça va venir déplacer parce que tout est interrelié. Des fois, ça peut être un coût de changer nos serveurs, notre bande passante pour avoir plus de trafic. En bout de ligne, là, personne ne le voit, on vient de mettre des millions, mais ça va nous permettre de peut-être développer des partenaires, d'avoir plus. Vous voyez? Donc, il faut voir ça dans son ensemble. C'est un aspect assez important. Et faire le lien aussi avec l'architecture d'entreprise, mais ça, c'est mon collègue Pierre Daya. Si vous avez des questions sur l'architecture d'entreprise, c'est le spécialiste, mais effectivement, c'est que tout est interrelié. D'accord? Puis balancer gestion bénéfice, gestion de projet. D'accord? Donc, en fait, l'idée, c'est que un investissement en TI va passer par un projet, généralement en TI qu'on va déployer. Donc, on doit gérer un projet, il faut également gérer les bénéfices. D'accord? Il faut avoir des gens qui sont imputables, qui sont responsables, il faut avoir des processus, il faut avoir des suivis, un peu comme on le ferait dans une gestion de projet, donc faire une planification de tous ces éléments-là. Et de voir aussi l'interrelation qui se fait entre la gestion de projet et la gestion des bénéfices. D'accord? Donc, tantôt, quand je disais que la gestion des bénéfices commence beaucoup plus tôt, donc on devrait planifier beaucoup plus tôt. Et là, de justifier un projet en fonction du bénéfice et non l'inverse comme ça a été proposé. Et là, donc, au fur et à mesure, il doit y avoir vraiment une proximité, une interrelation
constante entre la partie gestion de projet et les unités d'affaires, parce qu'en bout de ligne, ce sont les unités d'affaires qui sont responsables de faire en sorte que les bénéfices se matérialisent et le projet devient en fait le véhicule à travers lequel ça se fait. Et une fois que le projet est fini, bien, en fait, la gestion des bénéfices continue. C'est un processus qui s'étend sur plusieurs mois, plusieurs années. Il faut voir ça, quand je parlais de changement de culture, il faut voir vraiment la gestion des bénéfices comme étant des pratiques à mettre en place qui ont leur propre raison d'être, qui sont supportées par les projets TI. D'accord? Si on résume, donc, les TI n'ont peut-être pas une valeur inhérente. Ce n'est pas l'investissement dans la technologie en tant que tel, c'est l'utilisation qu'on va faire, les transformations qui vont permettre de générer les bénéfices. Donc, ça découle vraiment de l'utilisation de l'information qui va être générée par ces technologies-là. Ce sont les bénéficiaires, donc les unités d'affaires et non les gens qui vont livrer les TI, qui vont faire en sorte que les bénéfices vont se réaliser. Tous les projets engendrent des résultats, mais ce n'est pas tous les résultats qui engendrent des bénéfices. D'accord? Si je reprends l'exemple tantôt de l'infrastructure, on a un résultat, on a une meilleure infrastructure, mais le bénéfice à court terme n'est peut-être pas capturé tout de suite. Ça nous permet de faire autre chose. D'accord? Il faut voir ça comme étant des options. C'est très important de générer activement les bénéfices comme on le fait pour un projet. D'accord? Avoir une équipe, une infrastructure, des bonnes pratiques. Donc ça, c'était une synthèse. Et à travers ce qu'on a fait en termes de revue de littérature, c'était pas nécessairement l'objectif du mandat, mais puisqu'on a lu beaucoup de choses, on s'est dit, OK, on va se garder un petit chapitre à la fin sur quelques bonnes pratiques. Ce qui nous semblait, suite à la lecture, à l'analyse aussi de ce qu'on a lu, étant des choses peut-être à mettre en place. Donc, je pense que je l'ai mentionné tantôt, l'implication des parties prenantes le plus possible. Je sais que dans les organisations, c'est pas toujours facile. Les gens sont peut-être pas intéressés, ils savent pas toujours pourquoi ils sont là. Ça prend du temps, il y a des coûts attachés à ça. Mais le faire le plus tôt possible lorsqu'on veut investir, c'est important. Et de se poser la question, what's in for me? Qu'est-ce qu'il y a pour moi? Et ça va permettre éventuellement d'identifier tous les bénéfices possibles. Définir aussi le cadre d'analyse, d'accord? Donc, une petite grille ici qui a été proposée. Donc, grosso modo, le cas d'analyse des bénéfices. Donc, les bénéfices qu'on va identifier, donc, qui va le faire, pour quel domaine, à quel niveau, c'est quoi la durée de temps qu'on se donne pour faire cette analyse-là, c'est quoi les informations qu'on va avoir. Donc, le cadre dans lequel notre gestion va se faire et notre analyse pour un certain investissement, c'est important parce que ça va venir teinter, en fait, ce qui va avoir été identifié. Ça va nous donner aussi un indice sur l'interprétation des bénéfices. Établir ça, c'est probablement la chose la plus difficile, mais qui doit être fait, c'est la causalité entre le projet et les objectifs. Donc, on a un projet qui va livrer une nouvelle infrastructure qui, elle, avec des va soit amener des transformations ou avec des transformations, va permettre d'avoir des extrants, on l'espère, positifs, qui, eux, vont donner des bénéfices, qui, eux, vont être liés à l'objectif. Et c'est ce chemin-là qui est souvent difficile à faire entre l'investissement et le résultat qui va en ressortir. Mais c'est important de faire l'exercice. Et juste faire des fois l'exercice, ça nous fait prendre conscience qu'il y a peut-être des éléments qu'on n'avait pas pris en considération, qu'il y a des parties de l'organisation qu'on n'avait pas anticipées ou des problèmes ou des parties prenantes. Donc, cet exercice-là, en amont, ça vaut la peine de prendre un peu plus de temps, même si dans les organisations, on est souvent en mode livraison puis on n'a pas le temps. Et l'argent, ça vaut la peine en amont. On va en bout de ligne être gagnant. Développer un plan de réalisation, d'accord? Donc, grosso modo, pourquoi on veut réaliser ce projet-là, dans quel cadre, ça va être qui. Donc, vraiment se tracer un portrait plus général que de prendre juste une liste de bénéfices, dire « Ah, celui-là pour justifier un projet. » D'accord? Donc, peut-être, pour conclure, je suis dans les temps, c'est correct. Donc, c'est l'identification des bénéfices et la mesure, c'est quelque chose qui n'est pas nécessairement facile. Parce que c'est vraiment, il faut le contextualiser. Ça demande des ressources, ça demande de l'attention, ça demande des gens, d'accord? Donc, c'est un aspect assez... on n'a pas le choix de le faire, mais si on veut que les bénéfices se réalisent, il faut mettre les efforts en amont. La grille de classification proposée. En fait, l'idée principale, c'était de dire, oui, il existe des listes de bénéfices, mais avant même de penser à la façon dont on va le mesurer, le capturer et tout, c'est quoi les bénéfices pour qui? D'accord? Donc, pensez vraiment au niveau de l'impact, des effets que ça va donner. Et une fois qu'on va avoir identifié, OK, ça va être l'impact de ces bénéfices-là, comment on va l'opérationnaliser? D'accord? Donc, il faut l'adapter à chaque partie prenante. Clarifier l'imputabilité, ce qui est pas facile, mais s'assurer que ça va être qui en bout de ligne, qui va être imputable, qui va être capable de suivre ce bénéfice-là, que si ça ne réalise pas, il va avoir sa tête sur le billon.
Dans certains contextes, c'est un peu plus difficile, mais c'est important de faire l'exercice parce que souvent, c'est pas les gens en TI qui vont faire en sorte qu'un bénéfice va se réaliser, c'est les gens d'unité d'affaires. Donc, ceux qui utilisent les technologies, ceux qui font les activités en bout de ligne. Puis, bien entendu, on ne devrait jamais sous-estimer et oublier les investissements complémentaires lorsqu'on parle d'investissement en TI. La gestion du changement, la formation, le support, les ajustements, parce que c'est pas vrai, parce que chaque investissement ou chaque projet est personnalisé, customisé à chaque organisation, il va y avoir des ajustements à faire. Ça va être le niveau d'ajustement. Et il y a toujours des glitches. Si on prend Phoenix, si on me parlait du projet SAAQ, il y en a toujours plein qui ressortent. Et c'est souvent ce qu'on avait mal anticipé, on n'avait pas prévu de contingence à ce niveau-là. Bref, point assez important. Et bien, malheureusement, en fait, il n'y a pas de recette magique. Souvent, on aime ça. J'aimerais ça que le consultant vous dise, voici la recette, on l'applique. Mais ce n'est pas le cas, d'accord? Suite à ce qu'on a identifié dans la littérature. Nos prochaines étapes, donc, ce rapport-là, ce premier exercice-là, c'était vraiment de regarder ce qui se faisait au niveau professionnel académique. En fait, nous, la prochaine étape, ce qu'on aimerait bien, c'est de faire de l'accompagnement et de pouvoir voir dans les organisations comment ils l'opérationnalisent. Des organisations qui ont déjà pratique, qui sont en développement de pratique pour voir un peu les défis et qu'est-ce qu'on devrait mettre en place pour que ça se fasse le mieux possible pour éventuellement développer un cadre justement pour pouvoir accompagner ou du moins guider les organisations dans la réalisation de la gestion des bénéfices. Puis bref, si jamais vous avez des organisations qui sont intéressées par ce genre de projet-là, on est ouvert aux offres et à vous écouter. Donc sur ça, ben merci. Et je ne sais pas si vous avez des questions. Merci. Merci. Est-ce qu'il y a des questions ici ou à Québec? Bonjour. Oui. Oui. Il y a certains domaines, comme tu dis, selon le contexte, ça peut vraiment changer. Oui. Peut-être pourquoi la santé, c'est aussi oui. on a vu, il y a eu des échecs et des succès. Oui. Okay, mais c'est quoi, quels sont les facteurs qui peuvent aider, en fait, si on devait faire des recommandations dans un secteur en particulier où il y a une complexité dans l'organisation? Je comprends. As-tu une proposition de recherche? Ça me fait. Je ne saurais dire. Non, ça, c'est pas une bonne réponse. Là. Mais des projets, il y a les gens, la façon dont tu vas, parce que dans un hôpital ou dans le système de la santé, il y a quand même des jeux de pouvoir, il y a des hiérarchies, il y a l'historique qui est en place. On a vu des cas où les gens ont résisté, même pour l'implantation de nouvelles technologies. D'autre côté, ça s'est bien fait. En fait, je pense qu'il y a l'aspect humain d'intégrer les gens, les faire participer le plus tôt possible. Parce que la technologie, en fait, c'est un outil, c'est un prétexte. Mais quand on veut amener des changements, la partie technique, c'est facile à changer. C'est la partie humaine, c'est le leadership, c'est comment tu vas intégrer ça, comment tu vas les informer. Les gens n'aiment pas être pris par surprise, aiment ça pouvoir avoir aussi une certaine autonomie, qu'on considère leur opinion. Donc, tout ce que je suis en train de dire, les facteurs clés, c'est des facteurs beaucoup plus humains que techniques, en fait. Et si le business case est bien fait, donc les gens, on leur explique ce que ça va donner, pourquoi, puis qu'ils comprennent leur rôle et ce que ça va amener comme changement. Parce que des fois, il y a des changements, si on est dans des cadres où les gens sont syndiqués, changement de rôle et tout, il peut y avoir un frein, mais si on les implique assez tôt, on leur fait comprendre et là, on les accompagne et tout, ça peut faire en sorte que ça soit plus un succès qu'un échec. Là, dans le bénéfice au départ, il est bien identifié. Oui. Différents niveaux. Oui. Je ne prendrai pas d'exemple oui. particulier pour toutes les personnes, mais oui. on voit que la transformation des de la santé va bénéficier certains. Donc après, oui. Ça dépend pour qui. À quel niveau? Est-ce que c'est pour, par exemple, un hôpital? Ou chaque employé, concrètement, dans sa tâche quotidienne, est-ce que d'utiliser une technologie que je faisais manuellement, ça me prenait 2 minutes. Là, il faut que je rentre à la main, ça va m'en prendre 10. Là, on va pouvoir suivre exactement ce que je fais, les tâches. Donc, il faut que les bénéfices découlent puis se rendent à chaque individu, je pense, dans l'organisation. Ce qui va faire, une fois qu'on comprend les impacts sur chaque individu, ça va être beaucoup plus facile de naviguer à travers ça, puis de faire en sorte de mettre en place les bons mécanismes pour que ça se fasse. Je pense. Je me demande dans le domaine de la santé, c'est quoi l'équité? Ben, ça revient souvent en bout de ligne. Tu sais, c'est qui est responsable de faire en sorte que ça se fasse? Il y a tellement de participants que parfois les bénéfices peuvent s'annuler. Effectivement. C'est pour ça qu'il faut le regarder plus, quand je dis impliquer les parties prenantes, tout le monde, parce que si quelqu'un a un gain, il va peut-être avoir une perte de l'autre côté, mais
mais si on l'avait fait juste avec une partie, il y a cette information-là qu'on n'aurait pas vue. Puis c'est ça, il y a eu cette complexité-là, puis l'imputabilité, effectivement, est un enjeu majeur. C'est un mot qui fait peur aussi. C'est responsabiliser les gens, et si, en bout de ligne, il va y avoir des gains, bien souvent, d'être imputable pour quelque chose qu'on a des gains, souvent, c'est un peu plus facile, mais il y a définitivement des enjeux importants. Oui? Ça revient à une question de culture en santé, plus que d'autres choses, parce que combien de fois on a essayé d'implanter le ligne, par exemple, en milieu de CLSC? Enfin, on est bien capable d'avoir un médecin en même temps que les impossible. Ouais. On a fait des recherches en des temps de cycle au niveau des blocs opératoires. Puis il y a une infirmière qui est la red nurse. En fait, on fait des boulons, c'est la personne la plus expérimentée dans le bloc opératoire. En fait, on fait des boulons pour des plans que je vais remplacer. En fait, on fait des boulons, on pose la question pourquoi tu comptes des boulons, la personne avec plus d'expérience, tu peux dire écoute, mon petit moi, ça fait 34 ans que je suis. Quand il commence à se donner des gars, il n'y a aucun changement. La culture de pouvoir changer quelque chose présentement, elle doit prendre en considération les autres professionnels. Les médecins qui sont des PME à l'intérieur de ce système de l'hôpital qui sont à l'hôpital. C'est très, très difficile. Elle se pose pas en TI, elle se pose n'importe quel changement de l'organisation. Puis, je te mis le doigt sur un aspect, il y a la notion d'habitude aussi. On a d'habitude, puis changer d'habitude, on le sait tous et toutes à différents niveaux. C'est de longue haleine, c'est difficile, il faut pointer les bons éléments. Puis, en plus, tu as parlé d'ordre, PME et tout, il y a des enjeux aussi politiques, pouvoir et autres. Il ne faut pas être naïf. C'était pas nécessairement notre mandat, mais quand on parlait de facteurs et tout, il faut être conscient. C'est ça. Ça, c'est plus gestion de changement. Il y avait, oui, au fond, oui. Bonjour. Est-ce que vous pouvez parler un petit peu plus fort, s'il vous plaît? Oui, bonjour. Oui. Et là-bas, normalement, le cadre législatif n'est pas vraiment complet. Donc, il y a des mentions à ajouter, des choses qui évoluent, etc. Et on analyse après, dès qu'on a le mandat à réaliser et préparer l'esprit fonctionnel pour les éléments. Il y a deux choses, c'est que, est-ce qu'on va faire telle qu'elle est? Il y a des bénéfices pour les clients, c'est qu'on va générer des impôts plus rapidement. Mais aussi, il y a le problème de l'architecture du système. Parce que si on fait tel quel, alors les clients ont des problèmes très bientôt. On va ajouter des nouvelles règles, par exemple de FMI, des organisations internationales, l'évolution des modèles et des développeurs. Dans ce cas, pour appliquer notre architecture, notre structure, pour avoir des bénéfices plus à long terme. Mais il y a toujours le conflit. Est-ce qu'on fait tel quel ou on va soutenir les clients? Parce que les coûts sont différents et parfois, on est devant un conflit. En fait, vous avez les cas législatifs auxquels sont confrontés, bon, vous parliez du contexte d'impôts, par exemple, peut changer. Des fois, c'est pas stable. Donc, il va y avoir des changements législatifs et des milieux dans lesquels on est habitué à une fréquence plus importante de changement. Mais si on fait le parallèle aussi avec les technologies vont changer, évoluer. Donc, on fait des choix aujourd'hui, mais peut-être que dans 5 ans, ça sera plus supporté, ça sera plus pertinent. On fait des choix aujourd'hui, puis peut-être le cadre législatif va changer dans 4 ou 5 ans. Donc, la meilleure approche par rapport à ça, est-ce qu'il y en a une qui existe? Non. Et là, c'est de faire l'espèce de choix. Donc, qu'est-ce qu'on va prioriser, puis sur quoi on va mettre l'effort là. Et on peut donner des portes de sortie ou des alternatives, anticiper, donner un peu plus de flexibilité dans nos choix d'architecture et autres. Mais bon, si vous avez des questions plus d'architecture, Pierre, mais
Oui. Et moi, je peux répondre à ça. C'est pour retourner à votre question, selon moi. Allez comprendre, c'est les gens. Il y a une définition du thème stratégique qui inclut l'ensemble des parties prenantes pour atteindre une cible. Donc, dans le cas précédemment, le problème, c'est que le gouvernement tente de faire une cible de point de vue médical sans tenir compte de l'ensemble des parties prenantes qui veulent s'acquérir cette cible. C'est la même chose pour votre exemple. Tout doit être en plus. La réponse, tout doit être en plus. La question, c'est est-ce que c'est de demain, dans 3 mois, dans 6 mois, est-ce que ça va dépendre de votre cycle pour gérer votre processus de stratégie? Parce que la stratégie, ça change tout le temps. Le problème, c'est que les gens ne sont plus stratégiques et on en prend 4 ans. Ça marche pas. C'est pour un milieu. Donc, tout revient à ce que moi j'appelle les stakeholders dans le corps de ce chef qui sont les clients dans le système médical, c'est vous et moi. Les owners, les partenaires et les employés. C'est un petit participant qui est souvent négligé. Moi, je suis souvent dans les vendeurs. On voit pas tout ça sur le client. Les employés sont problèmes. Ils sont maltraités. Donc, ces 4 choses-là vont être réglées avec un seul gouvernement global au cours de ce temps. Et c'est toujours comme ça. D'autres questions? Merci. Moi, je trouve un mot-clé que je retiens, le what's in for me. Je trouve que ça nous aide justement à nous concentrer sur des différentes composantes parce que quand, surtout au niveau de la stratégie ou même juste au niveau d'un projet, souvent quand il est élaboré, on pense plus en termes de on pense high-level, des gestionnaires, les utilisateurs, souvent c'est soit la clientèle ou les employés. Puis quand il faut que tu présentes ton projet de les gens, de voici pour lui, des fois que je cherche. Des fois, déjà, juste pour l'élaboration d'aller éliciter les besoins des futurs utilisateurs, déjà, le voici pour lui est difficile, mais à la fin, je trouve que, puis on n'est plus là au niveau stratégique, mais par exemple, moi, je travaille en machine, souvent, ça, j'aime ça parce que quand je fais ça, je parle avec des stories. Oui. Puis mon story, c'est je suis tel rôle et le système va me permettre de faire ça, puis c'est là-dessus qu'on travaille, puis ça, c'est... Mais ça change l'état d'esprit. Les user stories, par exemple, en agile. C'est une façon d'aller le chercher. Puis s'il n'y a rien pour la personne, ça va être quoi les impacts? Parce que s'il y a des impacts, des effets, bien là, tu anticipes un peu l'avance, c'est pas tu y présentes. OK, s'il y a ça, OK, est-ce que je le forme, je change de position? Est-ce que le syndicat, par exemple, va embarquer ou pas? Il y a tous ces enjeux-là. Certains milieux vont avoir plus de défis, mais ce n'est pas impossible. Il y a quelques années, chez Hydro-Québec, le syndicat avait été le gros changement au niveau de clientèle distribution. Un projet, il y avait eu 100 millions de dépassement de coûts après parce qu'on avait retardé le déploiement de la technologie pour bien former, pour bien supporter. Mais tout le long, le syndicat avait été impliqué parce qu'il y avait des changements. What's in for me, donc au niveau des syndicats, il y a eu des descriptions de tâches qui ont changé. Ce n'était pas un blocage, c'est juste qu'on l'avait pris d'entrée de jeu en lançant le projet. On est allé les voir, voici la situation, on leur expliquer et il y a eu une ouverture et ça s'est fait, mais c'est ça, c'est d'aller voir comment ça va impacter qui, à quel moment, à tous les niveaux. Ben, ça peut devenir un enjeu, un blocage dans le projet ou autre. Là, ça... Oui. Tout au long du cycle. Il faut le faire en stratégie. Le problème, c'est que quand on se la stratégie, c'est pas ce qu'on a. C'est faux. Même les méthodes Gazelle. Quand tu arrives à ton deuxième point, avant votre point, c'est l'architecture. L'architecture, c'est pas moi qui fais. C'est moi avec les SMI et small management. C'est la seule chose. Ensuite, tu vas intégrer ton plan. Là, c'est moi parler du projet. Mais moi, il y a une étape avant. Un projet, pour moi, il doit l'intégrer. Il l'a dit, il l'a sous-entendu. C'est pas ça l'objectif. Il y a un plan. Le plan, ça prend tout le monde. Ça prend les comptables. Parce qu'on parle de bénéfices, mais moi, je donne un comptable. Là, quand je réalise ce projet, ça prend encore des moments. Puis ensuite, là, quand je l'utilise, c'est un peu mon power user, c'est topique, c'est moi que je comprends. Il faut qu'on reparle à beaucoup. C'est ça le problème. Parce que ça prend un mécanisme d'engager tout au long de ce cycle-là. Les bénéfices, c'est parti. On a parlé des objectifs. C'est comme ça qu'on explique comment objectifs. Les bénéfices, ils sont en façon de complètement. Et tout est tout à fait. Moi, je pense que ça fait apprendre. D'autres questions?
Super. Ben, je vous remercie à tous et toutes. Bonne journée.